La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystiques. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Ils sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana. Bonjour, Yaorana. Vous êtes toujours avec Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française et professionnelle de santé. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec notre ami Éric Gauduchot, épidémiologiste. La dernière fois, nous avions parlé de santé, nous avions parlé de médicaments, nous avons parlé de fiabilité. Mais aujourd'hui, je vous laisse découvrir notre nouveau thème et avec moi, je vous propose d'accueillir Éric. Bonjour Éric. Yorana Mata. Alors, on continue nos discussions, toujours autour de la santé. Et donc, on avait parlé la dernière fois un petit peu du médicament, de l'effet propre dans la molécule, mais aussi de l'effet contextuel. On a parlé des soignants qui savent utiliser des choses sans trop de danger, avec un bon bénéfice-risque. Et aujourd'hui, j'ai envie de te poser la question, épidémiologiste, qu'est-ce que pour toi, finalement, la médecine ? Alors, la médecine moderne, c'est petit constat déjà. C'est 6 à 12 ans d'études. Vous voyez que ça s'apprend. C'est beaucoup de choses. Ce n'est pas uniquement un médicament, ni uniquement un diagnostic. Un soignant va devoir apprendre, évidemment, tout le monde a compris, à identifier la maladie que l'on a. Ce que les gens ne comprennent pas non plus, c'est qu'il doit s'assurer qu'on n'a pas d'autres maladies. Que c'est bien celle-là et que on ne se trompe pas. Ensuite, il va nous proposer un médicament, ça aussi, il faut l'apprendre. Mais il doit apprendre aussi tous les effets secondaires du médicament. Qu'est-ce qui se passe quand des effets secondaires sont importants? Comment je m'adapte? Et doit suivre le patient. Est-ce que ça marche bien? Corriger. Et quand les choses n'évoluent pas comme il convient, c'est-à-dire que la maladie ne guérit pas d'elle-même, que le médicament ne semble pas efficace, que l'effet contextuel n'est pas suffisant, il doit l'identifier le plus rapidement possible et doit faire quelque chose qui demande beaucoup de temps, c'est de savoir qui, parmi les autres soignants, saura mieux s'occuper. C'est-à-dire qu'un médecin généraliste va vous envoyer vers un spécialiste. Une sage-femme va appeler un gynécologue obstétricien. Donc on voit que c'est tout un processus, c'est toute une démarche. Diagnostic, trouver le bon traitement, faire le suivi, etc. Et il ne suffit pas d'identifier la maladie. Il faut connaître tout le reste pour savoir garantir qu'on n'a pas autre chose. Et pour cela, vous constatez qu'un soignant, il met entre 6 à 12 ans d'études avec beaucoup de pratiques. Ce qui caractérise aussi la médecine, c'est que c'est un rapport intime avec un patient. Un médecin, ce n'est pas un chercheur. Un médecin ne se contente pas d'utiliser ce qu'on a présenté aux dernières missions, les données scientifiques. Parce qu'un médecin, il doit dire, ben voilà ce qu'on sait. Je vous rappelle qu'une des caractéristiques d'un chercheur, c'est de dire « je ne sais pas ». Vous voyez qu'un médecin vous dire « je ne sais pas ». Donc, il doit faire avec. Quand il n'y a pas de données scientifiques, il faut qu'il propose autre chose. Il utilise sa communauté. Puis ensuite, il doit tenir compte du patient. Est-ce que le patient veut ça ou pas? Il doit l'écouter. Ou un ordinateur ne peut pas remplacer un médecin. Tenir compte aussi de la société dans laquelle on est. Mais aussi de lui, ses pratiques. Une nouvelle technique qui arrive, mais qu'il n'a pas eu le temps de bien intégrer, il va continuer à utiliser la pratique. Et il va se mettre à jour tout doucement en se disant, est-ce que je pourrais atteindre un haut niveau de pratique, par exemple pour un chirurgien? Donc il doit tenir compte aussi du système de soins. Tout le monde comprend bien que tomber malade en métropole ou en Polynésie française, c'est pas la même chose que de tomber malade dans certains pays d'Afrique ou d'Asie.
Quand on sait que des dispensaires en Afrique qui ont autant d'accouchements que au CHPF peuvent ne pas avoir de gynécologue obstétricien, ou ils n'en ont qu'un seul. Vous voyez bien que la pratique n'est pas la même chose. On va devoir tenir compte de ces situations. Donc c'est très complexe et ça demande à la fois des grosses études et à la fois une grande pratique au quotidien. Alors c'est vrai que moi également, professionnelle de santé, je pratique une partie de la médecine, la maïeutique notamment, et c'est un art et une science. Donc un art puisqu'on le fait avec nos mains, nos yeux. Dès que je vois par exemple une femme, je commence déjà à analyser, à faire fonctionner mon raisonnement clinique. Et c'est bien parce que je l'ai appris pendant plusieurs années et que je connais beaucoup de choses. Donc tu nous disais, la base de la médecine, d'une médecine, c'est un savoir, on est docteur, donc on a toute cette sagesse, cette connaissance sur le corps humain, sur la normalité, la maladie. Mais c'est aussi une science, un art et une science. Ça s'appuie sur la science. Voilà. En tout cas, c'est aussi une science parce qu'on va raisonner, les sciences maïeutiques par exemple. Voilà, on va développer de la recherche sur laquelle s'appuyer pour bien exercer justement cette forme de médecine. Et du coup, j'avais envie de te dire, mais pourquoi aujourd'hui on essaye d'intégrer un peu les médecines traditionnelles? On parle beaucoup de la médecine chinoise, par exemple. C'est bien une médecine, elle est millénaire. Alors, est-ce qu'elle répond à un petit peu ces critères? Qu'est-ce que tu en penses? Non, je rappelle, il y a des médecines. Avant, il y a des médecines chinoises. Je parle de médecine moderne. Oui, d'accord. La médecine moderne, même mot pour désigner les choses différentes. Enfin, en partie. La médecine moderne a imposé de la rationalité. Oui. C'est-à-dire pour éviter les excès. Parce qu'on a constaté ça. Hein. On a vu que tout le monde avait sa solution. Vous vous rappelez les saignées comme on voit dans les pièces. On nous faisait saigner là pour guérir. Bon, rien du tout. Bon, voilà. Et donc on a amené de la rigueur, mais aussi dans le diagnostic. Un médecin applique des protocoles de diagnostic, toute une procédure qui suit une rigueur. Quand la science ne répond pas, n'a pas les données, ils vont se réunir et de manière rigoureuse et méthodologique, ensemble trouver une réponse. Donc on voit bien, et ça s'appuie sur de la connaissance validée. Quand une médecine, et elle peut porter le titre de médecine si elle fait des diagnostics, un médicament et un suivi, mais qui ne s'appuie pas sur de la rigueur, ça s'appellera une médecine, mais ce ne sera pas une médecine moderne. Okay. Donc le plus important, c'est pas de savoir quel traitement on va utiliser, qu'il soit efficace ou pas. On a vu que un traitement peut être efficace par la molécule, l'effet propre, ou la chirurgie, mais peut être aussi efficace par l'effet contextuel. Il n'y a pas que la spécificité du traitement qui est important. Le plus important, beaucoup plus important que les thérapeutiques, c'est d'être accompagné d'un soignant. On oublie beaucoup. Du coup, dans la médecine chinoise, on a un bon soignant, donc c'est une bonne médecine, c'est une médecine alors. Non, parce qu'une grande part de la médecine chinoise n'est pas rigoureuse. Un savoir. Alors ça ne veut pas dire que la médecine chinoise n'a pas apporté des choses. Aussi, beaucoup de choses à la médecine moderne. Je dirais même que la médecine moderne aujourd'hui, elle est limitée. Elle s'appuie en plus de plus en plus. Il y a des diplômes. Exactement. Et ça porte même un nom. Ça s'appelle la médecine intégrative. Le problème, c'est que des fois, c'est galvaudé. Hein, on n'intègre pas n'importe quoi. Et ça veut bien dire, il y a une démarche. On pourrait dire qu'il y a une démarche médicale moderne. Et la médecine chinoise peut très bien adopter une démarche médicale moderne. Et dans les pays asiatiques, ils ont trouvé une solution depuis très longtemps. Ils associent des médecins formés à la médecine moderne, classique, à des thérapeutes de médecine chinoise. Et ils travaillent ensemble. Et pour que ça marche, il y a un grand respect et une connaissance des deux. Et ce qui est assez intéressant de voir, c'est que dans les dispensaires et les structures où ça marche, on commence par voir la médecine traditionnelle, qui a été formée par les médecins en collaboration pour qu'il identifie quand il ne sera pas efficace. Et il envoie le patient vers la médecine moderne. Mais on voit bien qu'il faut, avant tout, quand on utilise une thérapeutique, quelle qu'elle soit, avoir affaire à un soignant. Et un soignant, ça ne se fait pas en 2 heures, 100 heures, un petit DU. Je rappelle que... DU, diplôme universitaire. Diplôme universitaire, à peu près 200 heures. Et avoir un diplôme d'une université. Hein. Médecine chinoise enseignée dans l'université française. D'abord, ce n'est pas un DU, c'en est 2. Ah, c'est 2, donc déjà double dose. Je crois qu'ils atteignent le maximum des quotas et même, je crois qu'ils dépassent le quota d'heures
Sinon, ça serait... de plus de 200 heures. Ouais, donc par c'est le DU. maximum d'heures pour ce format Voilà. de diplôme. Et c'est uniquement ouvert à des gens qui sont soignants. Ah oui, donc on exige au préalable qu'ils maîtrisent déjà la tout n'est pas parfait, hein. ouais, voilà. On a fait Et des c'est DU. que à eux qui auront en plus cette médecine pour Voilà, ils laquelle vont vont être formés. intégrer Ils vont la médecine l'intégrer. chinoise. Mais, et donc beaucoup de thérapeutiques. On ne peut pas dire que l'ostéopathie, c'est une médecine. Et ils ne se revendiquent pas comme médecine. Ils disent on est une pratique de soins. Et donc, l'idée, c'est de dire, si un soignant qui a cette rigueur, qui a cette capacité de diagnostic, de savoir évoluer et de transférer à d'autres spécialistes quand il voit que ça ne va pas, eh bien, il peut intégrer n'importe quelle thérapeutique. Et j'aurais presque même dire, un médicament qui n'est pas très efficace, ou voire on ne sait pas trop, mais dont l'effet contextuel Qui nous fait du bien. Qui nous donne plein de satisfaction, dont on est sûr que ça marche. Voilà, et qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Oui, aussi. Et donc, il faut bien que la recherche nous montre. Voilà. Et beaucoup de médecins, moi je le constate, sont mal à l'aise face à la médecine qu'ils ont appris parce qu'ils constatent qu'elle est très efficace, très puissante, mais que par contre, tout cet effet contextuel n'est pas suffisamment développé. C'est l'avenir de la médecine moderne. Et elle le fera, elle gagnera beaucoup de temps en intégrant des pratiques qui étaient traditionnelles. Mais il y a beaucoup de pratiques thérapeutiques, ostéopathie, homéopathie, qui ne sont pas du tout traditionnelles. Quelque chose qui nous concerne quand même. Nous, ici en Polynésie, on a Rao Taiti aussi. Oui, donc, est-ce qu'elle est intégrée? Est-ce qu'il y a des recherches aussi qui augmentent un petit peu des faits scientifiques pour qu'elle devrait une vraie... Enfin, c'est une médecine, mais bon, si on comprend... Bien sûr. Une vraie médecine, c'est que celui qui fait du Rao Taiti, par exemple, la question n'est pas de savoir si tel Rao va fonctionner pour tel problème, parce que certainement que ça va marcher. Voilà, et même si ça ne marche pas, en règle générale, il n'y aura pas d'effet secondaire. Sauf que, qui est cette personne qui pratique? Est-ce qu'elle sait que ça peut être dangereux si c'est autre chose? Est-ce qu'elle sait poser le bon diagnostic? Et c'est là où on prend des risques aussi un petit peu. Alors, je ne parle pas pour le Rao Taiti, mais je parle vraiment aussi pour toutes sortes de pratiques, en fait. Exactement. Moi, je défends aussi parce que je forme des étudiants en santé. Et c'est vrai que souvent, ce mélange aujourd'hui du bien-être, qui est en fait un peu une pratique illégale de la médecine. Et c'est pour ça aussi que la loi, elle est très vigilante, parce que vite derrière, on peut avoir un charlatan, hein. On peut avoir n'importe qui fait un peu comme il veut. Et en 10 heures de formation, il va savoir tout soigner. Donc c'est important aussi de dire à ceux qui nous entendent, qui nous regardent. Et c'est exactement ça. La problématique n'est pas forcément l'utilisation de d'autres traitements, de d'autres pratiques. Elle est surtout, et contrairement à ce qu'on pense, c'est les gens qui le font. Si ce sont des gens formés avec une bonne base, bien, ils arriveront à identifier quand il y a des dérives, quand c'est pas efficace, etc. Et ça, quoi que l'on dise, on parle en années. C'est plusieurs années de formation. Ouais. Donc, quand vous entendez qu'il faut quelques mois, un petit stage, et puis ça y est, c'est pas vrai. Par exemple, la phytothérapie fait preuve d'efficacité. Beaucoup de traitements phytothérapie n'ont pas d'études scientifiques. Mais on peut tout à fait penser qu'ils prouveront. Comment un phytothérapeute peut faire un bon diagnostic, peut nous garantir qu'il ne va pas se tromper, que quand les choses vont évoluer, il va savoir passer la main très vite. Ça, c'est des années. Quel que soit le pays, quelle que soit la médecine, c'est des années de pratique. Donc, quand on n'a pas ces années de pratique, et c'est ce qui identifie la médecine, c'est cette rigueur et cet ensemble de connaissances. Il ne suffit pas d'avoir un traitement à proposer. Et j'ai quelques signes et je mets mon traitement. Donc ça, c'est important. Ensuite, il faut savoir que les études, alors médecine douce, alternative, etc., font l'objet de beaucoup d'études. Il y a une publication lors des assises des sages-femmes, je ne vais pas citer le nombre d'articles qu'on a trouvés, mais c'est énorme. Il y a aux États-Unis un institut qui sert qu'à ça. Hein. Le bilan, on est en France, des gens qui ont fait des bilans. En règle générale, l'effet propre, vous vous rappelez qu'on a appelé la dernière, est rarement très important. D'accord ? Mais par contre, l'effet contextuel est très bon. Exemple,
l'homéopathie. Nous savons depuis très longtemps que les petites gélules homéopathiques n'ont pas d'effet propre. Mais on ne va pas contester le fait que l'homéopathie a fait du bien à plein de monde. Mais elle a fait du bien parce que les homéopathes ont pris le temps de s'occuper de leurs patients. Ils les ont pris et au tout début de l'homéopathie, dans les années 90, ils étaient presque les seuls à adopter cette approche de parler aux patients et non à l'organe malade, de prendre du temps. L'Académie de médecine, lors d'un débat à la télévision il y a une quinzaine d'années, a reconnu que l'efficacité de l'homéopathie, c'était parce qu'ils prenaient le temps de s'occuper des gens. Cette approche globale aussi. Voilà. Où Et on qui prend favorise l'effet contextuel. Ta fatigue, ton profil personnel. Voilà. Oui. Et donc, et beaucoup de médecins, même si ils savent, pour certains, que certains traitements de pratiques ne sont pas efficaces, voient également, parce qu'ils ont une pratique, la médecine. Mais ils savent faire le tri. Oui, c'est ça qui est important de dire. Et ils voient que à travers ces pratiques, on aborde autrement. Pas de... Voilà, ils vont faire la différence, mais aussi ils vont voir le côté positif. D'accord. Ils voient bien que l'homéopathe, il prend le temps, il parle autrement. Donc, et là, on est vraiment en conflit avec une médecine moderne qui a un peu de peine à évoluer, parce qu'elle a un excès énorme, parce qu'il y a des intérêts. Faut le dire clairement, Big Pharma, Big Medicine n'ont pas intérêt à que les choses changent. Et ceux qui ne savent pas, Big Pharma, c'est un peu tout le lobbying, l'industrie, enfin le gain pharmaceutique. Voilà. Mais moi, qui côtoie beaucoup les soignants, la majorité des soignants vivent mal cette limite, cette difficulté d'évoluer de la médecine moderne. Mais si la médecine moderne doit évoluer, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, ça ne veut pas dire que les formations sont mauvaises. Au contraire, elle doit intégrer ces nouvelles pratiques, qu'elles soient anciennes ou nouvelles, après un tri. Oui. Et il faut le dire, il y a beaucoup de scandales, tout autant si ce n'est plus, dans ces pratiques. Donc il faut de la rigueur, et on n'échappera pas à de la rigueur. La rationalité. Il faut quand même des choses qui tiennent la route, qui sont un peu logiques quand même. On oublie que le point le plus important, c'est le bénéfice du patient. Oui. J'utilise de l'homéopathie. C'est du Big Pharma pur. Mais ça fait du bien à mon patient. Parce que à contrario, si j'utilise ça et qu'il a quelque chose de grave, je peux mettre sa santé en danger. Voilà, d'où le fait qu'il faut que ça soit pratiqué par un soignant. Voilà. Si c'est pratiqué par un soignant, on est protégé. Ah oui, peut-être que le médicament, il n'est pas efficace. Mais ça m'a fait du bien. À un moment donné, au lieu de se chamailler, il ne faut pas oublier qu'il y a un patient et qu'à la fin, c'est le patient qui est important. D'accord. Si la médecine moderne se pensait un petit peu plus à l'intérêt du patient, elle serait plus amenée à s'ouvrir. C'est le cas, Il faut savoir que l'hypnose, on pourra terminer là-dessus, qui a été reléguée, on appelait ça l'hypnose de foire, au spectacle, aujourd'hui n'est plus du tout considérée comme une médecine alternative complémentaire. C'est considéré par beaucoup de médecins, de responsables de la formation des médecins, comme faisant partie intégrante de la formation de base. Et la question n'est plus de savoir si on doit pas l'utiliser, c'est comment former rapidement le maximum de soignants à l'hypnose. Moi, je considère que pour les sages-femmes, c'est un savoir indispensable. Alors bon, je rassure les gens qui n'y connaissent pas grand-chose en hypnose. Bon, c'est un peu un état particulier où on est dans un état entre veille et éveil. Et, on peut s'auto-suggérer des choses. Et on en revient aussi à la force un petit peu de notre mental, notre esprit. C'est exactement ça la problématique. Voilà, il faut qu'on conclue, Eric. Voilà. Donc, si tu veux bien, alors aujourd'hui, la médecine, en quelques mots, on a dit ensemble que c'était beaucoup de savoir, beaucoup de connaissances, avec des pratiques de soins, des pratiques à disposition efficaces, certains moindres. L'effet propre, toujours cet effet contextuel qu'il ne faut pas négliger. Et donc maintenant, une médecine moderne qui s'ouvre et qui devient une médecine intégrative, donc avec la médecine chinoise, avec la médecine traditionnelle polynésienne également. Et l'OMS d'ailleurs recommande à s'appuyer sur toute cette expérience aussi et à valoriser ce potentiel. Je te remercie. Et quant à vous, eh bien, mes chers amis, je vous dis à très bientôt car ce n'est pas fini. Nous allons encore retrouver notre ami Eric, épidémiologiste, pour une prochaine émission de Santé Yaorana. D'ici là, je vous dis, prenez bien soin de vous et méditez bien tout ce qu'on a dit aujourd'hui. Au revoir.
La santé. C'est Mata Williams, responsable des ministères de la Santé adventistes en Polynésie française. Et de la même manière, on comprend qu'il y a plusieurs cancers cystique. Donc la réalité est très loin d'être aussi jolie que la théorie. De se dire qu'en fait, j'avais envie d'aider un peu plus la population. La qualité d'un urgentiste, je pense, c'est d'avoir, comme dans beaucoup de professions, de l'empathie déjà. D'aller regarder les cellules et de voir qu'elles sont abîmées en fait. C'était difficile à mettre en place parce qu'on n'avait pas les gens pour le faire. Mais également le paramédical, donc toute infirmière. Qui sont probablement plus à l'aise dans ces situations de stress que d'autres. Mais il faut quand même... Comme je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour votre émission de santé, Yaorana.